Bienvenue dans la causerie. J'ai sur ce plateau Mathias Dedjan. Bonjour. Bonjour Olali. Vous êtes contrôleur de qualité dans une structure de la place. Merci d'être venu. Merci. Également Jules Tovodounon, journaliste. Bonjour. Bonjour Olali, bonjour à tous. Bienvenue. Alors, nous allons parler de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Les autorités ont été alertées il y a quelques semaines d'un comportement inhabituel, voilà, chez un garçon de 14 ans en classe de seconde après avoir mangé un gâteau. Selon les faits qui remontent au 24 janvier 2020, indiquent que les autorités de l'élève se serait évanoui. L'élève se serait évanoui. Ce comportement de ce garçon a amené les parents à soupçonner la consommation du stupéfiant. Et après les analyses, il a été signalé la présence de substances psychotropes dans le sang du garçon. Alors, j'allais dire Jules Tovodounon, dites-nous, comment est-ce qu'on peut expliquer la présence de la consommation ou de la présence des stupéfiants en milieu scolaire? D'abord, il faut quand même reconnaître que quand on parle de milieu scolaire, c'est là où on enseigne beaucoup plus, on apprend aux élèves à éviter ces genres de pratiques, surtout à leur enseigner les conséquences qui vont avec la consommation de ces genres de produits. Mais on se rend compte que malheureusement c'est dans ces milieux que le fait se retrouve le plus, et là c'est un peu quand même surprenant. J'ai eu entendre parler de la consommation d'un gâteau par exemple fait à base du cannabis. Déjà il faut se demander quelle était à l'origine l'idée de ces élèves en confectionnant un tel gâteau. Est-ce que c'est de leur fait direct que c'est venu, ou c'est par le biais d'une personne qui est peut-être mal intentionnée qui l'a fait? On ne saurait le dire, mais c'est quand même un peu surprenant. Et si on pourrait peut-être essayer de tenter une explication à ce phénomène, on serait peut-être tenté de dire que ça vient surtout souvent des fréquentations des élèves. On sait que parfois il y a des moments de cours où il faut avoir des pauses, on sort de l'établissement, mais le temps passé hors de l'établissement et de la maison, on ne sait pas forcément quelles sont les fréquentations des élèves. Donc malheureusement on se retrouve dans ces genres de situations où on se pose mille et une questions, et là je crois que ça doit interpeller plus d'une personne, non seulement les responsables des établissements, les parents, et pourquoi pas au-delà. Selon les recoupements, au-delà de ce jeune garçon de 14 ans, les analyses ont démontré également qu'au niveau de ces deux autres camarades, il y a également la présence de ces stupéfiants dans leur sang. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Non, moi je pense déjà qu'il faut déplorer cette situation-là, et c'est regrettable qu'en milieu scolaire où on forme de jeunes élèves qui doivent être des cadres de la nation demain. C'est regrettable qu'on assiste à la vente des produits stupéfiants en milieu scolaire. C'est déjà regrettable, et je pense que ce qui peut expliquer cela, c'est beaucoup plus la recherche du gain facile. Et en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un phénomène qui sévit dans la sous-région, qui est beaucoup plus le phénomène du terrorisme. Donc, des individus mal intentionnés peuvent forcément être en train d'être manipulés pour circuler dans des produits alimentaires habituels tels que du gâteau, du bonbon, ces genres de produits, pour en quelque sorte travailler un peu les jeunes élèves à une dépendance de ces produits-là, quitte à ce que plus tard on leur enseigne des pratiques un peu en tout cas qui ont trait au terrorisme, pour commencer par adopter des mauvais comportements dans notre pays. Donc je pense que déjà la mesure prise au niveau du gouvernement, qui est en tout cas la sensibilisation, on reviendra, donc moi je pense que c'est les mesures prises par le gouvernement. C'est regrettable qu'on en arrive là, et je pense qu'il faut maintenant désormais que l'on puisse faire attention à tout ce que les élèves consomment au niveau des différents établissements. Oui, c'est d'ailleurs la question que je m'en vais poser à Jules Tovodounon. Comment cela a pu échapper à la vigilance des autorités d'une école? Mais vous savez, il y a que... Bon, on se demande d'abord si c'est à l'intérieur de l'établissement que ça a été fait.
si c'est réellement au sein de l'établissement que ça a été consommé. Parce que si... selon les recoupements, oui. C'est vrai que ce sont des élèves, mais non. Comment on peut se douter réellement de la présence d'un tel produit dans une nourriture? Pour des gens peut-être avertis, ça pourrait se comprendre. Mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément du domaine, qui voit habituellement les élèves manger dans la cour de récréation ou à des heures de pause, on ne saurait jamais se dire, mais tiens, dans ce qu'ils mangent, il y a quelque chose qu'il fallait contrôler. Et si entre-temps peut-être c'est à l'intérieur de l'établissement qu'ils ont acheté ce qu'ils ont mangé, là aussi on pourrait se poser des questions si derrière, au sein de l'école, il y a des contrôles de ce qui se vend à l'intérieur, parce que quelles que soient les dames qui vendent à la maison, à des moments donnés, il y a l'administration qui met en place un dispositif de contrôle de l'hygiène des nourritures qui sont mises à disposition des élèves. Donc, tant qu'il n'y a pas cette routine pour contrôler, ça pourrait échapper. Mais comme je l'ai dit, il faudrait réellement être un averti du domaine pour se dire, ben, dans tel truc, il pourrait avoir un produit, un stupéfiant des plus insoupçonnables dans ce qui a été offert aux élèves. Très bien. Mathias Dedjan, est-ce qu'il y a une explication? Parce que les autorités d'un établissement sont censées veiller à tout cela, non? Et il s'avère que c'est dans un établissement privé que cela est arrivé. Bon, moi, déjà, il faut constater avec moi la difficulté qu'éprouvent certainement les difficultés pour juger de la nature de ce qui est contenu dans un gâteau, par exemple. Tout le monde a l'habitude d'acheter des gâteaux. Qui peut imaginer qu'à l'intérieur d'un gâteau ou bien d'un bonbon, il pourrait se trouver de la drogue, par exemple. Donc, c'est déjà là la difficulté que peuvent éprouver en quelque sorte les dirigeants d'un établissement, qu'il soit privé ou public, déjà, pour juger de la qualité ou du moins de la composition d'un tel produit alimentaire. Parce que ça ne se voit pas à l'œil nu, par exemple. Qu'il y ait de la présence d'un stupéfiant dans un aliment, on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais je dis, cela pose surtout le problème de la nature des gens qui vendent à manger dans nos établissements. Et là, cela interpelle donc les autorités. C'est là où les autorités, en principe, ont leur rôle à jouer, et c'est là où l'État, ou du moins la justice, doit pouvoir sanctionner. C'est-à-dire, qui sont ceux-là qui ont amené, puisque s'il doit y avoir de la traçabilité, on sait quels sont ces élèves-là qui ont été soupçonnés au point où on a eu à découvrir, du moins, comment appelle-t-on, de la présence de ces substances-là dans leur sang. Donc, on va devoir, en quelque sorte, faire, comment appelle-t-on, c'est-à-dire la liaison pour arriver à comprendre d'où est venu ces gâteaux-là et aller mettre la main sur les fournisseurs, ceux-là qui ont amené ces produits-là au niveau de l'établissement. Et là, il faut que la justice puisse sanctionner. C'est vrai, il faut que l'État déjà prenne des dispositions pour sensibiliser, c'est déjà bien. Mais déjà qu'on sait, c'est tel élève qui est soupçonné, qui est dans le cas, et deux autres de ses collègues également ont été identifiés aussi positif par rapport à cette substance-là, je pense qu'on doit déjà commencer par sanctionner. Peut-être que nous n'avons pas les informations dans ce sens, mais je pense que le problème fondamental aujourd'hui, c'est que les établissements puissent redoubler d'ardeur, surtout par rapport à la nature des gens qui viennent vendre dans les établissements, pour que lorsque d'éventuels cas se présentent, on puisse véritablement mettre la main sur ces derniers et les sanctionner. Donc c'est ce que je pense. Oui, Stanislas. Je pense que le problème est à plusieurs niveaux. D'abord, je vais m'appesantir beaucoup plus sur les apprenants eux-mêmes. On ne peut pas retrouver des substances dopantes ou bien des stupéfiants dans un gâteau s'il n'y a pas un demandeur quelque part. Si vous cherchez bien, vous allez constater que dans cet établissement, il y a forcément des demandeurs. Et peut-être qu'on en parle aujourd'hui, on en parle ce matin, parce que justement, le produit n'est pas arrivé à la bonne destination. Si c'était arrivé à la bonne destination et que les demandeurs, au départ, s'en sont servis, on n'en parlerait pas. C'est parce que justement ce produit-là n'est pas arrivé à la destination initiale que c'est tombé sur un enfant naïf qu'on en parle aujourd'hui. Et donc ça pose le problème de la qualité des apprenants dont nous disposons aujourd'hui. Ces apprenants qui ont décidé justement de divorcer avec la morale et le civisme.
Vous allez les voir, ils finissent les cours à 12h ou à 13h, ils sont dans les buvettes, en train de fumer de la chicha en pleine journée justement. Oui. Et quand ils font ça, à 15h, ils sont au cours. Ça n'émeut personne. On se dit que c'est la jeunesse. Mais voilà ce type de jeunesse justement qui se retrouve dans certains établissements. Je ne me réjouis pas justement parce qu'ils sont dans un établissement privé. Mais je me dis que si cela avait été dans un établissement public, on se poserait mille et une questions davantage. Mais vous savez aujourd'hui, certains établissements privés, avec le laisser-aller qu'il y a, il y a de ces promoteurs d'établissements privés qui ne sont animés que par l'esprit mercantile. Ils veulent faire du profit. Dès lors que vous payez les frais de scolarité, eux, ils se foutent du reste. Votre enfant peut porter un jean déchiré, il peut se mettre toutes les types de coiffures les plus sordides, mais on s'en fout. L'essentiel est qu'il vienne et qu'il reparte chez lui. Et quelque part aussi, ces parents-là qui n'ont pas forcément le temps de suivre, d'imprimer un contrôle rigoureux par rapport au suivi de l'enfant, il y a des problèmes. Donc je pense que la jeunesse doit être mise face à ses responsabilités aujourd'hui. Les comportements déviants qu'on essaie de tolérer plus ou moins aujourd'hui ne doivent plus l'être parce que à tolérer ces comportements davantage, on assisterait qu'à ces gens de déviance, ce qui n'est pas bon pour notre société parce que l'école, quelqu'un l'a rappelé, l'école doit être aussi sanctuaire autant que la chapelle, comme l'a dit Victor Hugo, c'est assez important. Et quand au sein de l'école on retrouve de ces genres de cas de comportement, ce n'est pas bon parce que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est forcément l'avenir de demain et on doit taper du poing sur la table par rapport à ce phénomène. Très bien. Avant de revenir sur la responsabilité des parents et de ces élèves, nous allons creuser la responsabilité des autorités de ces établissements-là parce que selon la conférence de presse du procureur de la République, ils ont dit que la drogue circule sous forme de pilules, elle circule sous forme de bonbons, de gâteaux, de jus de fruits, elle est cachée dans les jus de bissap, elle est distribuée par des personnes étrangères à l'école, mais aussi par des élèves. Pourquoi il y a la surveillance, le service surveillance dans les établissements alors? Non mais bon, on parlait peut-être des jus de bissap, c'est peut-être, on peut comprendre ce cas. Là, on peut se poser des questions, si ce n'est que concernant les jus. Maintenant, si on parle des bonbons et autres, qui sont pour moi des choses pas faciles à contrôler, parce que quand on parle du contrôle de la qualité, vous avez quand même en face quelqu'un qui s'y connaît mieux. Il faut certains dispositifs pour pouvoir réellement contrôler la qualité d'un produit alimentaire. Et quand vous parlez de bonbons, pour même quelqu'un qui vend, une vendeuse qui va peut-être acheter des bonbons, sauf si derrière la personne est dans un réseau qui fonctionne avec la distribution des stupéfiants ou de la drogue. Parce que pour une vendeuse naturelle ordinaire qui va acheter du bonbon, elle ne pourrait jamais se douter de ce que à l'intérieur il y a ne serait-ce qu'un extrait, quelle que soit la quantité la plus infime qu'il soit, à l'intérieur de ce produit. C'est pas possible. Mais de là même à indexer même la responsabilité des établissements, même si vous mettez en place un dispositif de contrôle, de surveillance, tout ce que vous voulez, le seul moment peut-être où vous allez commencer par vous poser des questions, c'est quand l'élève va commencer par avoir des comportements qui sortent du monde, j'allais dire, de l'ordinaire, qui sortent de ce qu'ils font habituellement. C'est là qu'on va commencer par se poser des questions jusqu'à attaquer peut-être ce qu'ils ont consommé pour en arriver là. Et c'est de fil à aiguille, comme on le dit, qu'on finirait par réellement toucher du doigt l'origine du mal. Sinon, on ne devrait s'en tenir uniquement au contrôle de qualité et tout ce qui va avec. Je crois que ça va être très compliqué pour les établissements de pouvoir y arriver. Si déjà on sait que pour la qualité de l'enseignement, ça pose un problème, on a du mal réellement à y faire face. Et de là à faire face à une situation qui, pour moi, sort peut-être du cadre de responsabilité des établissements. Je crois que ça va être très très compliqué de pouvoir réellement justifier. La présence de ces produits dans les établissements. Alors, vous partagez l'avis? Non, je partage l'avis, mais je voudrais quand même dire ceci. Vous savez, les surveillants ont des missions bien précises. Mais je constate, moi, que quelque chose n'a pas fonctionné quand même dans le dispositif. Parce que
lorsque vous rappelez tout à l'heure le point de presse du procureur avec les ministres de l'Éducation et de la Santé, c'est-à-dire la drogue circule sous forme, ou du moins dans des produits tels que bonbons, des jus de fruits et tout ça, et sont vendus par des personnes étrangères et même pas des élèves. Cela voudra dire que le dispositif sécuritaire, en tout cas dont les surveillants sont à la charge, est défaillant quelque part. Parce que je ne conçois pas qu'un élève qui est normalement venu pour apprendre, ça donne à un commerce à l'intérieur de l'établissement. Et même des personnes étrangères. Dans les écoles, je pense qu'il y a un certain nombre de vendeuses qui sont identifiées. Et il y a un endroit spécifique qui est réservé pour ceux-là. Et on sait que lorsque l'heure sonne pour que les gens se restaurent, c'est là ils vont se restaurer. Mais comment se fait-il que des personnes étrangères circulent à l'intérieur des établissements pour vendre des produits de nature douteuse? Donc c'est là le dispositif n'a pas marché. Mais moi je voudrais quand même aussi dire que en fait la prise de responsabilité à plusieurs niveaux. Au niveau de l'État aussi, qui déjà doit prendre des mesures pour qui en a déjà pris d'ailleurs, qui a commencé et qui va certainement aussi aller jusqu'au bout. Et maintenant au niveau des établissements, ils doivent redoubler d'ardeur surtout par rapport à la surveillance. Et maintenant au niveau des parents surtout, parce que effectivement c'est parti d'un parent qui a constaté que son enfant a des comportements certainement qui sortent de l'ordinaire. Donc il va falloir que les parents désormais puissent véritablement être là pour leurs enfants, pour voir d'ailleurs ce que mon enfant consomme à l'école lorsqu'il rentre. Il faut un certain exercice qui consiste à demander automatiquement à l'enfant de quoi est constituée ton alimentation de cette journée par exemple. Et de là, lorsqu'il y a des cas qu'on peut soupçonner rapidement, se joindre aux autorités de l'école et même parfois à la police pour que ces cas-là soient gérés de façon, de la bonne manière. Donc, je pense que les problèmes-là doivent se régler de cette manière. Mais je dis une fois encore, il va falloir que les gens puissent véritablement mettre des mécanismes au niveau de nos écoles. Parce que ce qui se passe est suffisamment grave. On ne le perçoit pas de la sorte. D'ailleurs, bon, si le procureur est sorti avec les ministres, cela prouve combien de fois le phénomène est grave. Donc, je pense que c'est à ce niveau. Et mieux, les gens ne le disent pas souvent là. Et comment on appelle ton votre confrère Stanislas a dit tout à l'heure, faites un tour dans les buvettes. Vous allez voir des jeunes de pratiquement adolescents qui s'adonnent à la consommation de la chicha, comme il le dit. Mais nous tous, nous voyons, mais personne ne dit rien. Il va falloir que l'État prenne des mesures pour décourager. Et on se promène un peu dans les cyber aussi. Vous allez voir de petits élèves qui viennent dans les cyber, pas pour de la recherche, mais quand vous y jetez un coup d'œil sur leur écran, vous allez voir que c'est des sites souvent pornographiques ou je ne sais pas, qui sont donc je pense que c'est à 17 différents niveaux et il faut que on puisse rappeler les conséquences que courent ces élèves qui s'adonnent à la consommation. Il y a des conséquences immédiates. On va vous en parler tout à l'heure, ne vous en faites pas. Alors oui, Stan. Oui, vous savez, le sujet est tellement délicat que quand on se rappelle, nous étions sur les bancs, il y a que certains de nos camarades à l'époque vendaient de petits biscuits, même à l'intérieur des classes, au-delà même des vendeuses qui étaient établies, reconnues par l'établissement. Certaines filles vendaient soit des biscuits, même des stylos, on vendait ça, des papiers mouchoirs à l'intérieur de la classe même. Et donc je me dis, si des produits comme ça doivent circuler, les personnes étrangères n'ont pas forcément besoin d'atterrir dans l'école. Elles le font par personne interposée. Suffit justement de savoir que votre camarade de classe vend tel produit. On peut mettre ça dans du toffee par exemple. Beaucoup aiment prendre du toffee en classe entre 10h, 10h15 par exemple. Donc, il y a que le phénomène est assez huilé. Et quand c'est dissimulé, c'est parce que c'est interdit. Si la drogue ou bien ces produits stupéfiants n'étaient pas interdits, mais ça serait vendu à visage découvert. La chicha aujourd'hui, bon, les gens fument parce que justement, il n'y a pas encore une rigueur en la matière, une réglementation. Donc,
Les gens fument. Le jour, ça ne sera pas interdit. Vous allez voir, ils ne vont plus dissimuler ça, ni dans les biscuits, ni dans les bonbons. Donc ça veut dire que ça pose un véritable problème et la jeunesse elle-même doit véritablement prendre conscience de la situation. Très bien. Alors, Jules Tovodounon, parlant de la jeunesse, en quoi est-ce que la jeunesse devrait prendre conscience pour qu'on évite ces genres de cas, de situations dans les établissements? Mais déjà, pour quelqu'un qui est conscient, tout pas déjà de l'éducation à la base. Vous savez, il y a des élèves, pour ne pas dire des enfants, qui déjà à la maison ne sont pas contrôlés comme cela se doit. Vous prenez juste un cas. On se rappelle, par exemple, juste un rappel, quand on est au primaire, vous voyez par exemple des élèves qui sont habitués à un phénomène, on prend un papier sur lequel on ira de la craie, on plie, on prend le soin de bien plier pour avoir une forme de cigarette. Qu'on fume. Et quand on le fait, les parents voient, mais on ne réagit pas avec la rigueur que cela devrait être. Donc, quand on voit juste, on en rigole. Parfois, même si on demande juste à l'enfant, c'est pas parce que tu fais c'est mauvais, mais il faut aller au fond, il faut saisir l'opportunité pour dire à l'enfant automatiquement les conséquences qu'il y a, ne serait-ce que dans cette pratique de vouloir juste exploiter la poussière de la craie pour faire comme si on attendait de fumer. Si déjà on commence par en parler avec les enfants de cette façon, pour quelqu'un qui est réellement conscient, qui a été conscientisé dès le bas âge, je crois que autrement, d'une manière ou d'une autre, il va pouvoir comprendre que ce que je fais, c'est pas bon, il faut que je laisse. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. Et au-delà de ça, la fréquentation des enfants. Si vous avez un élève qui est habitué, vous avez au sein de l'établissement, tous les élèves ne sont pas là forcément parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils visent leur avenir. Il y a parmi ces élèves certains qui sont des cas, qui ne sont jamais forcément là pour réellement les études, et qui ont des comportements qui ne sont pas conseillés, mais vous les fréquentez. Il n'y a que de cette manière que parfois vous vous retrouvez dans des milieux qui vous sont étrangers, vous vous retrouvez à avoir des pratiques auxquelles vous n'étiez pas habitué. Et c'est progressivement comme ça que ça rentre dans les habitudes. Et si entre-temps les parents peut-être à la maison, quand ils savent que mon enfant a un emploi du temps qui entre tel coup et tel coup, il y a une telle tranche d'horaire pour le repos, je dois surveiller mon enfant. Et quand les enfants sont beaucoup plus livrés à eux, avec beaucoup plus de liberté, c'est là qu'on se retrouve à tomber dans des pratiques qui ne sont pas conseillées. Quand on parlait des établissements privés, moi je n'ai rien contre les établissements privés, mais le fait, ce qui est constaté est que quand vous avez un enfant qui est d'une famille un peu aisée, à qui on perd régulièrement la contribution dans un établissement privé, on se croit tout permis. Au point, même les surveillants ne peuvent même pas s'imposer à eux parce que derrière, il y a peut-être le parent qui appelle pour d'ailleurs, au cours de la conférence de presse, les ministres et le procureur ont dit que c'est des enfants aux parents d'un rang un peu plus élevé dans la société. Alors, quelle est la responsabilité, comme il est en train de le dire, des parents dans ce sens? Non, je crois même que on va pas jeter en fait la pierre aux établissements privés, parce que ce qui se passe dans le privé peut se retrouver aussi dans le public. Maintenant, la responsabilité des parents. Non, la responsabilité des parents, elle est énorme, puisque c'est les parents qui ont donné vie, en tout cas à leurs enfants, donc leur responsabilité est grande sur ce plan-là. Il faut déjà que, quelles que soient les occupations professionnelles que les parents ont, qu'ils puissent avoir un regard sur leurs enfants. C'est le plus important. C'est-à-dire, un parent qui peut-être revient tard à la maison et tout ça, il va falloir quand même qu'il cherche des occasions pour discuter avec son enfant. Et il va falloir que les parents puissent expliquer les conséquences que courent. Et je le disais tout à l'heure, vous savez, quelqu'un qui s'adonne à la consommation de la drogue a des conséquences immédiates. Immédiates, c'est dans le sens où il va créer une dépendance vis-à-vis de ce produit et ça l'amène en quelque sorte à ne même plus penser à apprendre ses leçons et au finish c'est la déscolarisation, c'est le taux de scolarisation de nos enfants qui vont considérablement chuter. Et il y a des risques sanitaires. Il va falloir que les parents, aussi bien que les autorités, puissent expliquer aux enfants que quand vous consommez par exemple ces produits très dangereux qui sont interdits par la loi, c'est-à-dire vous courez le risque par exemple des cancers.
de gorge, de poumon, parce que c'est des produits très nocifs pour l'organisme. Et pour finir, c'est peut-être de l'hypertension. Et si par mégarde, les gens ont par exemple des maladies hépatiques et qu'on sort, la consommation de l'alcool ou même de, comment appelle-t-on, de ces produits-là accélère, comment appelle-t-on, la chute de l'individu. Donc il va falloir qu'on puisse expliquer cela aux enfants. Et même les conséquences sociales qui sont visibles, parce que tôt ou tard, cet enfant qui s'adonne à la consommation de la drogue deviendra un cas social. Et c'est lui qui s'adonnera par exemple au vol, au banditisme, à la délinquance, à la cybercriminalité. Et c'est la nation qui perd. La nation, les familles qui perdent, la nation qui... Donc je pense qu'il faut que les parents accompagner bien sûr des autorités à divers niveaux, que ce soit au niveau de l'établissement, que ce soit, comment appelle-t-on, les autorités gouvernementales. Il va falloir que tous ensemble on puisse amener les jeunes étudiants, les jeunes élèves, j'allais dire, à comprendre les risques qu'ils courent en s'adonnant à la consommation de ces genres de Très bien. Justement, parlant de cela, le ministre Maounio Kakbo a trouvé que la phase actuelle, c'est la phase de sensibilisation. Comment est-ce que ça doit se faire pour que la cible soit atteinte? Sensibilisation, moi, je me demande si aujourd'hui c'est réellement ce qu'il faut peut-être passer à la phase répressive, parce que sensibilisation, je crois que c'est déjà ça l'enseignement que les enfants reçoivent au sein des écoles. Est-ce qu'ils devaient organiser des ateliers pour parler, dialoguer avec ces jeunes adolescents? Bon, comme on dit, qui ne risque rien, il faut toujours essayer, parce qu'on sait que à un moment donné, avant même au moment où on allait réellement, on était au collège, au primaire, on sait qu'il y a des cours de civisme qu'on donne, on connaît un peu la qualité de l'enseignement qui est donné, les points sur lesquels on met l'accent pour amener beaucoup plus les jeunes à se conscientiser, à avoir les valeurs morales qu'il faut. Mais on se rend compte que parfois ils sont déroutés de ces valeurs. On sait qu'on nous a toujours appris que le tabac nuit gravement à la santé, et on en parle chaque jour, c'est devenu même une chanson, mais que avec le temps, ça n'arrive pas à montrer aux enfants que c'est risqué d'aller vers la consommation de ces produits. Je crois que quelque part là, il y a eu rupture, qu'il fallait relancer les sensibilisations comme vous l'avez dit. Pourquoi ne pas essayer? Le gouvernement a bien trouvé le mécanisme qu'il faut. Quel est l'apport du gouvernement, si ce n'est que organiser des sensibilisations par-ci par-là? Je sais qu'il y a même, par exemple, à l'université avec Calavi, il y a une séance de sensibilisation organisée aujourd'hui au profit des étudiants pour débattre de tous ces genres de sujets. C'est déjà ça. Mais qu'il faut avant tout que ça soit adressé à des cibles données, parce qu'il y a ces enfants qui ne sont jamais conscients. Ça, il faut le reconnaître, quel que soit le mécanisme par lequel on va leur inculquer les valeurs, ça n'y arrive jamais. Il y a des enquêtes de l'OMS qui ont démontré que chaque année, dans le monde, il y a plus de 6 millions de jeunes gens qui meurent à cause de la consommation de ces produits. Pour quelqu'un qui sait que, avec le temps, je tombe dans la dépendance et que je finirai par y perdre ma vie, on doit pouvoir se dire, il faut que j'y renonce. Donc, qu'on passe à la sensibilisation, je crois que c'est bon, mais qu'on aille même au-delà de ça, c'est encore mieux. Voilà, le ministre a également dit que les établissements privés où on aurait eu ces cas-là seront purement, on va leur retirer l'agrément. Oui, moi je pense que c'est déjà une très grande mesure qui est annoncée. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément focaliser l'attention sur les établissements privés. Qu'en serait-il des établissements alors publics qui s'adonneraient aussi à ces genres de pratiques? C'est vrai, on ne dira pas qu'il faut fermer ces établissements-là, mais je dis, il faut amener les gens à comprendre qu'ils ont tous intérêt à lutter contre ce phénomène-là. C'est le plus important. La sensibilisation, c'est une très bonne chose déjà. Mais il faut aller au-delà. Et pour moi, aller au-delà, tous les parents n'ont pas de radio, de télévision. Donc, il faut, les conférences de presse, c'est bon, mais il faut aller dans les contrées les plus reculées et parler directement avec les élèves. Leur montrer combien de fois ils ont intérêt à éviter des produits qu'on leur aurait présenté de façon
C'est-à-dire, en tout cas, en coulisses. Mais est-ce que c'est les autorités qui doivent faire cela et non les responsables d'école? Non, effectivement, les responsables de ces établissements-là. Mais il faut que, puisque nous avons un gouvernement qui gouverne, bon, si je peux me répéter, tout le pays, donc il faudrait que, puisque quand ça pète, c'est sûr, d'abord, c'est le gouvernement qu'on appelle d'abord. Donc, je pense que l'État aujourd'hui, comme le procureur en compagnie des ministres, il a commencé, il faut qu'ils aillent au-delà et parler avec les élèves dans les régions les plus reculées où les gens n'ont pas accès peut-être à la télévision, à la radio. Et ça va permettre à ce que les jeunes puissent prendre conscience. Maintenant, quand vous parlez des mesures par rapport aux établissements privés, bon, peut-être dire qu'on va leur retirer l'agrément, c'est trop dit, mais il faut que les auteurs ou du moins les responsables de ces établissements-là soient véritablement mis devant leurs responsabilités et donc punis par la loi. Et les établissements publics aussi qui s'adonneraient, en tout cas dont le système de surveillance serait défaillant et on assisterait à ces genres de cas, il va falloir que des sanctions puissent tomber. Déjà, je voudrais insister, parce que c'est là aussi surtout, il va falloir que les cas déjà identifiés, qu'on puisse véritablement punir les auteurs qui vont servir des gens. Parce que personne parmi eux n'ignore que la consommation des stupéfiants pour n'importe quel individu est dangereuse. Et mieux, lorsqu'il s'agit encore de jeunes élèves dont le système, comment appelle-t-on, immunitaire n'est pas encore totalement renforcé comme les adultes, je pense que c'est là beaucoup plus il faut sévir. Et on parle de milieu scolaire, là où on enseigne les bonnes pratiques aux jeunes étudiants qui seront naturellement, comment appelle-t-on, la relève. Donc je pense qu'il faut véritablement passer à des sanctions. Très bien. Oui, Stanislas. Il y a un auteur qui disait ouvrez les écoles, vous fermerez des prisons. Je me demande s'il n'y a pas des limites à relever dans son association, parce qu'aujourd'hui, même à l'intérieur des écoles, il y a de potentiels prisonniers. Vous voyez, et ces jeunes élèves-là, on ne le dira jamais assez, c'est parce qu'ils sont demandeurs que l'offre est là. Et en économie, on parle de la loi de l'offre et de la demande. C'est parce que la demande est là qu'il y a l'offre. Il faut se poser la question de savoir où se situe la demande. La demande, c'est au niveau de ces jeunes élèves-là qui aujourd'hui développent de façon très précoce des envies à la déviance. Ils ne veulent plus respecter, ils ne veulent plus suivre ce qu'on leur dit. Et par rapport aux responsabilités, je pense que au-delà des élèves eux-mêmes sur lesquels on doit revenir à chaque fois, parce qu'ils sont les premiers concernés par le phénomène, il y a que au niveau des établissements, les responsables d'établissements doivent être davantage plus rigoureux. Parce que vous savez que jusqu'à un passé récent, certains élèves qui sont convoyés, entre guillemets, vers les établissements privés, c'est parce qu'ils ont soit échoué au niveau du public, soit ils n'ont pas eu la moyenne, et le parent ayant les moyens ne veut pas que son enfant reprenne les classes, on va se moquer de lui dans le quartier, il va lui payer chèrement un établissement privé pour qu'il puisse faire la classe supérieure là-bas. Donc il y a de ces cas-là justement qui justifient le fait que l'enfant se croit tout permis et il fait ce qu'il veut. Donc les parents eux aussi doivent mettre la garde. Si l'enfant n'a pas le niveau, laissez-le reprendre la classe. Et qui a dit qu'on ne devient pas président ou bien ministre demain si on a fait le bac 2 ou 3 fois. Là n'est pas la question. Et maintenant, au niveau étatique également. De la sensibilisation surtout. Oui, tout à fait. Par rapport à la sensibilisation, ce que je voudrais dire, c'est que ça participe d'une méthode d'interpellation de conscience. C'est-à-dire, avant toute phase de répression, il faut d'abord sensibiliser. Et le gouvernement est dans cette logique-là. On ne peut pas passer du jour au lendemain à la répression. C'est assez brutal. Donc, il faut sensibiliser, passer le message, et quand viendra le moment, on passera à la phase répressive. Voilà. Merci beaucoup Stanislas, mais vous restez avec moi pour la suite de cette émission. Merci à vous Mathias Desjans d'être passé ce matin. Merci également à vous Jules Tovodounon, journaliste et contrôleur de qualité. Merci d'avoir participé à cette causerie.